La toile, parfois appelée dimension labyrinthique, n'est toutefois pas une dimension à proprement parler. Il s'agit d'un entrelac titanesque tendu entre l'univers matériel et l'immatérium, un royaume d'interstices qui participe des deux sans appartenir pleinement à aucun. On la décrit souvent comme un réseau prodigieusement complexe d'artères translucides et de capillaires chatoyants, formant un dédale de tunnels iridescents, une tapisserie cosmique dont la trame serait autant de passages tendus entre le réel et l'irréel. Une telle comparaison demeure nécessairement imparfaite, car la toile échappe aux lois de la géométrie euclidienne et s'étend bien au-delà des dimensions conventionnelles. Néanmoins, elle constitue un lien ténu et sinueux entre le monde physique et les tempêtes tourbillonnantes du warp, une interface changeante, semblable à la surface d'un miroir déformant, ou à un suaire bruissant, dissimulant une chose indicible. Création des anciens, la toile fut façonnée pour leur permettre de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie sans avoir à s'en remettre aux flux imprévisibles de l'immatérium. Pendant la guerre céleste, les anciens s'en servirent pour harceler et déjouer sans relâche les plans des Nécrontyres, malgré leur nombre écrasant et la puissance terrifiante de leur technologie. Grâce à leurs portails disséminés à travers la toile, les anciens frappaient vite et fort, apparaissant là où nul ne les attendait, puis disparaissant avant toute riposte. En l'espace de quelques siècles, les Nécrontyres furent refoulés aux marges de la galaxie, réduits à une menace résiduelle cantonnée à quelques bastions éparses. Mais l'équilibre fut brisé lorsque les Cthans, dieux stellaires affamés, s'allièrent aux Nécrontyres, désormais devenus les Nécrons. L'un d'entre eux, Nyadrazata, connu sous le nom de Feu éternel, convoitait la toile afin d'y insuffler ses flammes impies et de s'y répandre comme un incendie dans une forêt sèche. C'est lui qui révéla aux Nécrons l'existence des portails dolmens, d'antiques seuils de pierre vivante capables de percer la toile. Grâce à ce savoir interdit, les Nécrons purent enfin envahir ce domaine jusque-là inaccessible, retournant contre leur créateur l'arme même qui avait assuré leur domination. Ce fut le tournant décisif du conflit et le prélude à la chute des anciens. Après la disparition des anciens, ce furent les Aeldari qui héritèrent de la toile. Les savoirs nécessaires à sa compréhension et à son entretien leur avaient été légués dans un lointain passé, et ils découvrirent bientôt qu'il était possible non seulement de l'emprunter, mais aussi d'y vivre. Explorateurs et érudits Aeldari commencèrent alors à en cartographier les innombrables ramifications, un travail titanesque dont le fruit est aujourd'hui conservé dans les profondeurs de la mythique bibliothèque interdite. Bien que cette carte ne soit plus à jour, tant les routes ont été brisées, effondrées ou scellées, elle recense encore d'innombrables chemins oubliés. Les gardiens de la bibliothèque ont choisi de préserver ce savoir dans le secret le plus absolu, et l'on peut deviner aisément pourquoi. Depuis l'apogée de l'Empire Aeldari, la toile a subi de nombreuses altérations. Les guerres, les cataclysmes et surtout les conséquences de la chute ont profondément meurtri son réseau. Si elle relie encore les derniers bastions de la civilisation Aeldari, ses artères ont été brisées en de nombreux endroits et nombre de ces segments sont désormais infestés par des entités issues d'autres dimensions.
Ce qui fut autrefois un moyen sûr et fluide de voyager entre les étoiles est devenu un dédale fragmenté, parsemé de voies sans issue, de sentiers trompeurs et de régions labyrinthiques où l'imprudent peut errer pour l'éternité. Certains passages débouchent sur des mondes morts depuis des millénaires. D'autres mènent directement à des mondes démons. Ces voies sont souvent scellées par des runes anciennes afin d'empêcher toute abomination d'accéder à un vaisseau-monde, ou pour éviter qu'un voyageur malchanceux ne soit projeté sans retour dans les abîmes du Warp. Les prophètes affirment que certains chemins mènent non seulement à d'autres lieux, mais aussi à d'autres époques, à d'autres réalités. Seuls les arlequins, dans leur grâce insaisissable, semblent en connaître les secrets. Quant aux tunnels les plus sombres, ils mènent parfois aux sinistres cités souterraines des Drukhari, ou pire encore, aux nids bourdonnants des psychnoïennes, des entités parasites semblables à des guêpes cauchemardesques, dont l'unique but est la reproduction en pondant leurs œufs psychiques dans le cerveau des psykers non protégés. Voyager entre les dimensions n'est jamais sans péril, mais l'expertise des Aeldari dans ce domaine est telle qu'ils le font sans hésitation. Leur maîtrise de la toile leur permet de traverser la galaxie avec une aisance apparente, menant campagnes et frappes claires à travers les multiples ramifications de ce réseau ancien. Ce sont les routes de la toile qui relient entre eux les vaisseaux-mondes, les mondes des exodites et des milliers d'autres planètes disséminées aux quatre coins de la galaxie. Certaines de ces artères principales sont assez vastes pour permettre le passage de vaisseaux spatiaux entiers. Mais la majorité des tunnels ne sont accessibles qu'à pied ou à bord de véhicules légers. Bien que les vaisseaux Aeldari soient également capables de voyager dans le Warp, ce mode de déplacement est infiniment plus dangereux et imprévisible. Aussi ne s'y risque-t-il qu'en tout dernier recours et uniquement pour atteindre des régions trop éloignées de tout portail de la toile. En règle générale, les Aeldari préfèrent limiter leurs opérations aux zones situées dans un rayon de quelques années-lumière d'un accès fonctionnel à la toile. Les trajets effectués via le réseau labyrinthique de la toile sont relativement rapides, permettant à une flotte entière de se projeter d'un point à un autre du réseau en un temps défiant les lois de la physique conventionnelle. Grâce à cette mobilité exceptionnelle, les Aeldari peuvent surgir sans avertissement, frapper avec une précision chirurgicale, puis se retirer avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui l'a frappé. Toutefois, leur principal obstacle demeure l'absence de portail actif sur de nombreux mondes. Atteindre ces lieux leur demande des efforts considérables, voire devient tout bonnement impossible. Malgré ces limites, les portails de la toile confèrent aux Aeldari un avantage stratégique colossal. Pour ceux qui osent les emprunter et savent en décrypter les énigmes, ils permettent d'apparaître comme par enchantement en des millions d'endroits de l'univers réel et là où nul ne les attend. Le Grand Œuvre fut l'entreprise la plus ambitieuse et la plus secrète jamais menée par l'empereur de l'humanité. Un projet titanesque entamé à la fin du 30e millénaire au cœur de la Grande Croisade. Le but ultime de ce projet était de s'approprier la toile, le réseau dimensionnel anciennement créé par les Anciens et maîtrisé par les Aeldari, afin de l'adapter à l'usage exclusif de l'humanité. Si ce projet avait été mené à bien, cette opération aurait permis des voyages instantanés entre les mondes de l'Impérium naissant,
rendant la navigation warp obsolète et balayant par la même occasion les limites et dangers du voyage interstellaire. La communication astro-télépathique elle-même serait devenue superflue. Mieux encore, en s'affranchissant du warp et de ses tumultes, l'humanité aurait pu évoluer psychiquement sous la stricte supervision de l'empereur, évitant ainsi le sort funeste des Aeldari et privant les dieux du chaos d'une immense source de puissance. Le grand œuvre prit racine durant les dernières années des guerres d'unification, lorsque l'empereur découvrit, sous les ruines d'une antique cité ensevelie dans les sables d'un désert oublié de Terra, un noyau d'énergie d'une puissance incommensurable, vestige probablement du Moyen-Âge technologique. Ce cœur de machine deviendrait plus tard le cœur du trône d'or, pierre angulaire du grand œuvre. Sur plusieurs décennies standards, l'empereur s'attela à la construction du trône, conçu pour amplifier ses immenses pouvoirs psychiques et lui permettre d'ouvrir un portail entre le palais impérial et la toile. Ce portail, établi dans les entrailles du donjon impérial, menait à une courte portion de tunnel warp soigneusement stabilisé par la volonté de l'empereur lui-même. Ce passage débouchait sur la toile, protégée par d'immenses sceaux psychiques destinés à interdire toute intrusion démoniaque. Le grand œuvre avançait en secret, lentement mais sûrement, et promettait un avenir radieux pour l'humanité. Mais ce futur fut anéanti par un acte d'orgueil tragique. Magnus le Rouge, primarque de la 15e légionnesse Astartes, découvrit la trahison d'Horus à travers ses arts interdits. Cherchant à prévenir son père, il choisit d'ignorer les interdictions formelles imposées par l'empereur et projeta son message psychique à travers le warp lui-même. Ce faisant, il fracassa les sceaux qui protégeaient le tunnel menant à la toile, créant une brèche qui menaçait de laisser déferler les légions démoniaques directement dans le cœur de Terra. L'empereur, pour contenir la menace, dut se sceller vivant sur le trône d'or, maintenant de sa seule volonté la fermeture du portail endommagé. Depuis ce jour, il y demeure, son corps ravagé, mais son esprit toujours en alerte, retenant les horreurs du warp hors de Terra. Ainsi, le grand œuvre s'effondra avant d'avoir atteint son plein potentiel, et ce qui devait devenir la toile impériale ne fut jamais achevé. Malgré les espoirs qu'il avait portés, ce rêve de transcendance fut brisé, sacrifié sur l'autel de la trahison, de l'orgueil et de la guerre.